Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro d'À bon entendeur en habit d'été. Jusqu'au 20 août, j'aurai le plaisir de vous présenter l'émission ici, à Rue, dans le canton de Fribourg, au cœur de la Suisse romande. Cet été, on va vous raconter les bouleversements dans la façon de produire notre nourriture et de la manger. De la Chine aux États-Unis et à l'Espagne, en passant par l'Allemagne ou l'Italie, un tour du monde des nouvelles habitudes alimentaires. Sans oublier, Fête des vignerons oblige, une émission spéciale sur le vin. Côté suisse, on parlera VTT électrique, crème après soleil, sécurité des bouées gonflables pour les enfants et aussi comment charger son portable en pleine nature. ABE d'été 2019, c'est parti. Joseph Féby, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de Rue. Alors, en deux mots, dites-moi, qu'est-ce qu'il a de spécial, votre village? Déjà, c'est pas un village. Hein. Comment ça? Rue, c'est une ville. C'est une ville? Absolument. Et pas n'importe laquelle? La plus petite ville d'Europe. Mais d'où lui vient ce titre, monsieur le syndic? C'est un héritage de l'histoire. Pendant 3 siècles environ, on appartenait à la Maison de Savoie. Et en fait, on était une position renforcée des seigneurs de Savoie. Et autour de Rue, il y avait tout un domaine. Et Rue est devenue une ville parce qu'elle avait notamment le droit de prélever l'impôt, par exemple. Et puis elle avait des portes aussi. Et puis alors, quelque chose de très important, on offrait également la protection, très important au Moyen-Âge. Donc il y a une porte de Moudon et une porte de Romont. Et ça, c'est la preuve incontestable que nous sommes bien une ville. La plus petite d'Europe. La plus petite d'Europe. Ça, c'est quoi? C'est un argument touristique aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être un peu, mais il est vrai que ça fait partie de notre histoire. On y tient, ouais, tout à fait. Alors bon, on dirait pas comme ça, parce que là, la ville a 500 habitants aujourd'hui, mais il fut un temps où ici, il y avait 5 bistrots, un hôpital et même un casino, c'est juste? Absolument, oui. Alors, nous avons tout ceci dans les archives. Hein. Donc, on retrouve effectivement un passé très riche, une place commerciale, les célèbres marchés de rue. Il y avait des foires ici. Il y avait des foires, bien évidemment, et puis tout un tas de commerces. Il y avait même une banque, et puis bien évidemment le casino qui a brûlé en 1913 environ. Donc Rue était une ville de perdition, en fait, pour les Fribourgeois. Pas dire de perdition, mais enfin, voilà, je crois qu'on ressemble un petit peu à Monaco, à quelque part. Alors aujourd'hui, monsieur le syndic, Rue est quand même un peu plus calme. Oui, absolument, tout à fait. Alors nous sommes à une commune à vocation résidentielle. Donc on vient chez nous pour habiter dans le calme et voilà, c'est la campagne. Ouais. On est dans la plus petite ville d'Europe, en pleine campagne. Exactement. C'est pas mal. C'est bien, c'est très bien. Ouais, on en est très fiers d'ailleurs. D'accord. Eh bien écoutez, monsieur le syndic, merci en tout cas de nous accueillir ici, dans cette ville et de la magnifique campagne alentour. Et puis je vous souhaite un très bel été, une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Pour cette première émission, on découvrira tout à l'heure une façon originale d'occuper ses loisirs en allant ramasser des déchets. Mais avant cela, cap sur l'Italie. Avec 23 kilos par an et par habitant, les Italiens restent sans aucun doute les plus gros mangeurs de pâtes au monde. À la l'arrabbiata, à la bolognaise, à la carbonara, rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. Sauf que les habitudes changent. Le consommateur transalpin devient de plus en plus exigeant. Entre ceux qui recherchent des pâtes plus saines, ceux qui les veulent sans gluten, les fans des céréales complètes et ceux qui pistent des saveurs inédites, les laboratoires de recherche des fabricants multiplient les nouveautés pour rester dans le coup. Valérie Dupont vous raconte cette mutation des pâtes à l'italienne. C'est l'une des scènes les plus célèbres du cinéma italien. L'acteur napolitain Toto salivant devant une soupière de spaghettis fumants, un plat de riche. Le film Misère et noblesse symbolise l'histoire des pâtes, de la pasta asciutta, car en Italie c'est bien plus qu'un aliment, c'est un des symboles qui unit le pays. Autour d'une assiette de spaghettis, les Italiens sont finalement tous d'accord. Et pourtant, le choix des pâtes provoque aujourd'hui de belles discussions. Dans les magasins, le rayon est immense, car depuis quelques années, ce n'est plus seulement les formes qui changent, mais aussi les ingrédients. Roberta Fiordelmondo est une experte en qualité. Ici, on peut trouver un vaste choix de pâtes complètes. Et comme vous voyez, il est immense.
Au milieu de ces nombreux paquets, voici les pâtes au grain kamut, considérées comme des spécialités alimentaires. Ceci est une autre variété, toujours à base de grains antiques, l'hamourabi, un type de produit qui marche très bien. Dernièrement, les pâtes aux céréales antiques sont très demandées. L'an dernier, la vente des pâtes intégrales a augmenté de 18%, les bio de 26%, celles d'épeautres, de grains antiques ou de kamut ont fait un bond de plus ou moins 10%. Les Italiens en mangent 5 fois par semaine en moyenne, mais désormais un Italien sur 2 choisit des pâtes spéciales. En ce qui concerne les pâtes aux céréales antiques, il existe une idée assez répandue qui veut qu'elles soient plus digestes. Mais d'un point de vue scientifique, ça n'a pas encore été prouvé. Plus digeste, le blé antique, Pier Antonio Sgambaro le pense vraiment. Il est le premier fabricant à avoir introduit la marque kamut en Italie, voici plus de 10 ans. Ceci est un grain kamut Khorasan qui vient du Montana, des États-Unis. C'est une marque déposée. Ici, nous avons de l'épeautre intégrale, un grain magnifique, 100% italien, qui nous vient de Toscane. Et un autre blé intéressant, c'est le Senatore Capelli, produit dans les régions de l'Émilie-Romagne et des Marches, donc dans le centre-nord de l'Italie. L'épeautre a 10 000 ans, le kamut, on ne sait pas trop, mais sûrement 2-3 000 ans. Et donc ils sont adaptés à notre alimentation depuis des milliers d'années. Le kamut, un nom au parfum d'Égypte. Mais en réalité, c'est le nom d'une marque américaine. Une entreprise qui, en 1990, a lancé sur le marché le blé Khorasan, le présentant comme l'ancêtre du blé dur. Une opération marketing très réussie. Avant tout le monde, Pierluigi Sgambaro a senti arriver la nouvelle vague. Des rigatoni avec un ajout de légumineuses, des spaghettis sans pesticides, des fusilli à base de céréales antiques. La petite entreprise produit aujourd'hui 15 000 tonnes de pâtes par an. Nous avons été les premiers à proposer le kamut à la grande distribution. Avant, c'était vraiment un produit de niche très exclusif, distribué seulement par des spécialistes de la nutrition. Nous l'avons démocratisé pour le grand public et c'est pour ce motif qu'il a pris de l'importance. Et nous en vendons une quantité importante. Nous voyons que ces produits comme les pâtes de farine intégrale sont en pleine croissance. Les gens veulent manger de manière plus saine et c'est une tendance durable. Et lorsque les petits producteurs ont du nez, les géants emboîtent le pas. À Fara San Martino, la multinationale Decheco. 500 millions de francs de chiffre d'affaires, 3e producteur de pâtes au monde, 130 000 tonnes par an. Dans la fabrique, nos caméras n'entrent pas pour des motifs de sécurité industrielle, mais nous rencontrons le directeur de la communication. Sous son bras, un énorme catalogue avec pas moins de 250 sortes de pâtes. Ça, ce sont nos pâtes de kamut Khorasan. Dans la langue égyptienne, dans la langue antique, kamoïd signifiait âme de la terre. Ça, c'est aussi très particulier, une pâte d'épeautre intégrale bio. Un goût vraiment différent, mais qui à la mastication a les mêmes caractéristiques que les pâtes de semoule de blé. Les publics cibles, la génération des milléniaux très friands de ces nouveaux produits, les véganes, mais aussi les pays émergents et les diversités religieuses. Nous avons fait le choix de certifier tous nos types de produits, de chercher toutes les certifications possibles et nécessaires pour pouvoir les offrir à la diversité de la clientèle au niveau mondial. Donc nous avons bien sûr la certification kasher, halal et d'autres types, car nous devons toujours rester en croissance, jamais statique. Quand la classe moyenne d'un pays émergent atteint un certain niveau de vie, automatiquement, elle commence à regarder vers les critères européens et italiens pour sa consommation alimentaire. Mais voilà, comme le grain kamut Khorasan ne se cultive qu'aux États-Unis, et vu l'engouement du moment pour les pâtes intégrales, les producteurs italiens se sont lancés dans de nouvelles cultures, de nouveaux types de blé, 100% italien, c'est dans l'air du temps.
Près de Trévise, le moulin de la famille Raquello a toujours été précurseur dans le domaine des farines spéciales destinées à la fabrication des pâtes, mais aussi des pizzas. Aujourd'hui, la recherche dans le secteur se tourne vers un aliment qui a bon goût, mais qui fait aussi du bien à la santé de la personne. Et cette recherche nous conduit à l'hyperqualité. Et c'est ce que nous cultivons sur nos terres, dans ce que nous appelons nos oasis. Nous avons cherché à reproduire un nouveau type de grain qui s'appelle le tritordium, un croisement entre l'orge sauvage et le classique triticum. Il a des caractéristiques bien supérieures à tous les grains qui existent actuellement sur le marché. Et désormais, ce secteur en pleine croissance investit 500 millions de francs chaque année dans la recherche. Peu importe le type de céréales, la farine doit donner une pâte élastique et digeste. Mais le consommateur exige aussi des contenus plus élevés en protéines et moins de gluten. Il y a des caractéristiques liées aux protéines qui varient selon chaque type de grain. Et évidemment, cela peut créer des problèmes pour certains types de cultures, ce qui nous oblige à les éliminer car le rendement des céréales n'est pas conforme à la demande du marché. Au milieu des champs de blé, à San Marcello, dans la région des Marches, nous retrouvons Roberta. Elle organise depuis un an une formation de goûteurs de pâtes. Objectif, apprendre à évaluer la qualité des nouveaux produits mis sur le marché. Alors ce soir, nous goûterons un spaghetti de semoule et un spaghetti de semoule complète. Ici, tous les sens sont en éveil. La vue pour la couleur, l'odorat pour le parfum du blé, le toucher pour l'amidon et bien sûr le goût fondamental. Chaque paquet est évalué selon des critères bien précis. Les goûteurs de pâtes ne lisent jamais les étiquettes et leur évaluation est surprenante. Qu'avez-vous trouvé dans l'odeur? Il y a un peu de tout. Caramel, camomille et même un peu de tilleul. En plus, on a trouvé l'odeur d'un phéromone d'insecte, donc probablement la matière première a été légèrement contaminée. Pas de pâte al dente. Une telle cuisson masque les défauts, un truc de restaurateur, affirment ces passionnés. Vous voyez la ligne blanche à l'intérieur? C'est le cœur du spaghetti. Il manque encore 5 minutes de cuisson et nous la goûterons ensuite. Un pas à la fois. Et pour ces puristes de la pasta asciutta, manger des pâtes de grain camoute est presque un blasphème. Moi, je suis de l'opinion que les pâtes doivent sentir et avoir le goût du blé. Et je m'arrêterai là. Le choix des pâtes sert aussi à affirmer son statut social. Et dépenser 4 € pour un paquet de pâtes camoute, c'est devenu une mode. Oui, c'est devenu une mode. De fait, à Milan, dans la capitale de la mode, les Italiens assument désormais leur réputation de mangeurs de pâtes. Les spaghetterie ouvrent à tous les coins de rue. Le mythe des pâtes qui fait grossir est dépassé, pourvu qu'elles soient intégrales de camoute ou d'épeautre. La pasta est plus que jamais le symbole de la Dolce Vita. Carlo Crisci, bonjour. Bonjour. Depuis 1982, vous êtes un des cuisiniers les plus prestigieux de ce coin de pays. Vous êtes surtout d'origine italienne. Vous venez de voir ce reportage. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne reconnaît plus l'Italie avec toutes ces pâtes. Si, on reconnaît l'Italie. D'ailleurs, l'Italie a toujours été un pays où les pâtes avaient différentes formes depuis très longtemps. Aujourd'hui, ils vont dans le fond du problème. Ça veut dire que l'important dans les pâtes, c'est quand même la céréale. Donc le fait de chercher dans des céréales différentes et peut-être pour aussi amener quelque chose au niveau des sans gluten, et voilà, ça pourrait régler des problèmes. Et je pense que ça enrichit les pâtes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain snobisme, Carlo Crisci, des pâtes au camoute, à l'amourabi, des pâtes à l'épeautre? Est-ce qu'on ne va pas un peu loin? Alors je pense qu'il y a une partie de snobisme aussi, mais pas que. Je pense qu'il faut d'abord les goûter, voir si ça amène quelque chose réellement. Et si vous les connaissez, vous, ces pâtes? Alors celles que vous venez de citer, pas. Donc j'aimerais, mais par contre j'ai mangé il n'y a pas longtemps des pâtes aux haricots noirs. C'était bon? C'était assez surprenant. Tout ce que j'ai goûté comme pâtes au blé complet, tout ça, moi j'aime pas trop.
Par contre, ces pâtes aux haricots noirs étaient très sympas et ça fait face à un sans gluten, par exemple. Mais dans le reportage, il y a un des spécialistes qui dit « mais pour moi, les pâtes, ça doit avoir le goût de blé, et puis tout le reste, c'est du chenille, comme on dit chez nous. » Mais je suis assez d'accord avec lui au niveau mais maintenant, il y a différentes céréales. Mais du moment que ça a le goût de la céréale, c'est déjà gagné. Il y a déjà quelque chose. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est le but premier de la pâte. Si on revient à cette espèce de sophistication et presque de snobisme, hein, vous-même, vous avez dit, en parlant de votre restaurant, on est peut-être allé trop loin dans la sophistication de la cuisine. Les repas sont devenus trop chers. C'est une réflexion que vous avez eue souvent, ça. Moi, je pense qu'il faut aller à l'essentiel pour arriver à baisser les prix, à baisser les coûts, mais pas forcément au niveau de il ne faut pas baisser la qualité. Il faut garder une certaine qualité, mais supprimer tout ce qui n'est pas fondamentalement nécessaire. L'autre problème, c'est qu'à force de multiplier les sortes de pâtes, les sortes de miel, les sortes de vins, entre ceux qui veulent sans gluten, ceux qui veulent halal, ceux qui veulent à l'épeautre, il n'y a plus personne qui mange la même chose à une tablée. Et ça, c'est un problème que vous connaissez dans votre restaurant. Alors que les gens mangent différemment à la maison, moi ça je comprends. Tout le monde s'habille différemment, tout le monde vit sa vie, c'est normal. Mais au restaurant, quand on va chez quelqu'un, c'est comme quand on est invité. À la limite, on devrait manger ce qu'on nous propose et ça faciliterait aussi la vie du cuisinier. Vous êtes retrouvé confronté des fois à certains problèmes, non? Il y a des gens qui ont des demandes extravagantes. Alors on a beaucoup de demandes au niveau des allergies, au niveau de tout ça. Par contre, au niveau des menus, moi j'ai une grande chance, je travaille à peu près à 100% de menus. Donc je n'ai pas vraiment ce problème, à part les allergies qui aujourd'hui quand même compliquent un peu la vie. L'autre problème, c'est qu'à force de manger chacun dans son coin son plat, tout devient plus cher. Absolument. Mais bien sûr, du moment que les gens mangent à la carte, c'est clair que, et différemment, il faut plus de monde en cuisine, donc plus de frais et les plats sont plus chers. Et vous, Carlo Crisci, quand vous rentrez chez vous, que vous n'êtes plus le grand cuisinier, mais que vous êtes juste Carlo Crisci, quelle pâte vous faites, vous la jouez sophistiquée ou bien vous aimez bien les choses simples? Alors moi, je vais manger des pâtes très simples, déjà pour le simple fait que pendant tout le service, j'ai eu une multitude de goûts, multitude de saveurs. Ouais. Enfin bref, je suis passé un peu par tous les états. Donc en rentrant, je veux quelque chose de simple qui complète ma journée, voilà, tout simplement. Puis alors, dernière question, celle qu'on vous a, je pense, posée 1000 fois. Hein. Vous avez annoncé qu'en décembre, le cerf à Cossonay s'arrêterait sous sa forme actuelle. Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors le cerf va fermer ses portes. Maintenant on réfléchit à la suite et certainement qu'il va se passer quelque chose. Tout en s'attachant à la qualité, mais dans une très grande simplicité. Donc simplifier la cuisine. Simplifier la cuisine, oui. Supprimer tout ce qui finit par coûter cher, à part la qualité. C'est-à-dire que le produit, lui, va coûter toujours le même prix. Mais si on simplifie les bonnes choses et qu'on supprime les choses qui ne servent pas, qui ne sont pas capitales à la qualité, je pense qu'on pourra arriver à baisser les prix et à amener un peu plus de convivialité. Enfin, plus de convivialité, il y en a déjà, mais plus de démocratie. Eh bien, écoutez, Carlo Crisci, merci beaucoup d'être venu ici, à Rue. Et puis, merci pour vos explications et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Mais c'est gentil, je vous remercie. Si vous ne savez pas quoi faire pendant vos loisirs, voilà une suggestion à la fois originale et utile. Et si vous alliez ramasser des déchets qui jonchent les bords des rivières, des sentiers ou des pistes de ski? Une activité qui se pratique aujourd'hui un peu partout à travers le monde et qui connaît un succès grandissant grâce aux réseaux sociaux. C'est un reportage d'Anne Delette, Claire Braillard et Pascal Magnat. À l'heure des challenges sur les réseaux sociaux, défis filmés où le pire côtoie le meilleur, il y en a un ce printemps qui s'est démarqué comme étant le défi intelligent de l'année, le Trash Tag Challenge, ou comment débarrasser la nature de ses déchets. À l'origine, une photo d'un internaute algérien publiée avant et après nettoyage. Le succès est viral, son post est partagé plus de 320 000 fois en une semaine. Depuis, il inspire des initiatives partout dans le monde. C'est le cas ici, proche de Genève. Guillaume, Claire et Mathieu ont décidé de relever le Trash Tag Challenge. On s'équipe, gants, poubelles, pioches et smartphone pour les photos. Lieu choisi pour leur défi, les abords d'une jolie rivière. Un petit coin de nature qui a l'air bien propre et paisible, et pourtant. L'idée, c'est de ramasser, de dépolluer un lieu. Et en fait, ici, on a l'impression, à première vue, qu'il n'y a pas de déchets. Et dès qu'on se penche un petit peu, qu'on regarde ce qu'il y a à nos pieds, en fait, c'est rempli de déchets. Et donc, c'est justement l'idée, c'est de ramasser ça, et de montrer ça. Si la mission est ici d'abord motivée par le challenge et la publication des photos, pas question pour notre équipe d'amis de bâcler le travail. Ils traquent le moindre déchet, la tâche est physique et demande une bonne organisation. Ah, il faut enlever ça. Là, il y a des bâches. Et si je le soulève et tu tires? Vas-y.
C'est quand même des déchets, je pense, qui sont assez anciens. Les arbres ont commencé à pousser par-dessus, ils sont mêlés dans les racines. Puis après, l'idée, c'est pas non plus de détruire les arbres, donc on fait ce qu'on peut sans forcément tout blesser. C'est vrai, c'est passé. Le hashtag Trashtag Challenge est une super initiative. Ça permet à monsieur et madame tout le monde de sortir de chez lui, aller dans la forêt, aller dans la montagne, aller au bord d'un ruisseau, aller au bord du lac et participer activement à un environnement plus propre. Olivier Cressman est l'un des 2 responsables de Summit Foundation, une fondation basée à Vevey, active depuis 2001 dans la protection de l'environnement et de la montagne en particulier. Au-delà des actions de ramassage, protéger la montagne pour Summit Foundation passe aussi par un discours positif. On a une petite réserve par rapport à ce Trashtag Challenge qui est de montrer la nature sale, plus de la montrer propre. Alors, on n'a déjà pas des environnements aussi détériorés que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, comme à Bali, dans l'océan ou sur les plages de Manille ou ailleurs. Nous, la ligne de conduite qu'on se donne, c'est de montrer la montagne propre, pour aussi encourager les gens à continuer à la préserver. Dans les années 70, montrer la montagne sale, comme dans cette scène du célèbre film Les Bronzés font du ski, ça faisait rigoler. Les enfants, c'est magnifique. Le problème, c'est quand tu repars. Mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé. Mais ouais, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais? L'été, tu vas pas ici, tu vas à la mer. Ah ouais, mais la mer, c'est dégueulasse. C'est vrai, 40 ans plus tard, plus question d'avoir une montagne souillée. Exemple, au Diableret, cette année, l'Office du tourisme s'est lancé dans le Clean-up Tour. Imaginé par Summit Foundation, cet événement a séduit cette saison près de 20 stations en Suisse. Le principe est simple, on invite des bénévoles pour une journée de ramassage de déchets sur le domaine. Ça se présente super bien, on a 130 personnes inscrites, il fait un temps magnifique, donc ça va vraiment être une journée incroyable. La mission est bien plus simple qu'une chasse au trésor. Les déchets sont visibles et faciles à trouver. Johan et ses copains, tous skieurs l'hiver, reviennent sur les pistes au décor printanier. Ils progressent sur l'itinéraire défini tout en remplissant rapidement leur sac poubelle. Sur les pistes, c'est les grands classiques, quoi, les bouteilles de PET, les petits papiers en tout genre, des barres de céréales, ce genre de choses. Je pense pas que ça soit forcément intentionnel. C'est beaucoup aussi des gens qui lâchent des trucs, qui perdent des trucs, qui ouvrent leur sac, qui perdent des choses. C'est pas forcément volontaire. La quantité totale de déchets n'est pas hallucinante. C'est beaucoup du plastique, ça c'est sûr, mais ça montre quand même qu'il y a, en tout cas en Suisse, je pense qu'il y a une assez bonne prise de conscience par rapport au recyclage, au fait de ne pas jeter, quoi. Comme le disent Johan et Anatole, le plastique, c'est le grand classique. Véritable fléau, au fil du temps, il se fragmente en petits morceaux et va induire une pollution dont on n'imagine pas forcément les conséquences loin de chez nous. En Suisse, on est au tout début de la chaîne. On est vraiment tout en haut du cycle de l'eau qui va descendre par le ruissellement, qui va emporter ces morceaux de plastique, ces mégots de cigarettes, ces petits objets qu'on va retrouver, qui va les emporter dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les fleuves, jusqu'au lac. Si on estime aujourd'hui à 80% à peu près la quantité de plastique dans les océans qui provient de l'intérieur des terres, il y en a une partie qui provient d'ici. Donc on a vraiment une vraie responsabilité aussi, nous, à la source même du problème. On retrouve Guillaume et ses amis pour un bilan. Sur 300 mètres en 3 heures, le butin est impressionnant. Certains déchets sont de véritables encombrants qu'on aurait imaginé plutôt retrouvés en déchetterie. Sincèrement, je ne pensais pas trouver tout ça sur si peu de distance. C'est assez incroyable. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a du plastique énormément, beaucoup de morceaux rouillés, de vieilles pièces métalliques qui en fait peut-être ne représentent pas un danger écologique aussi important que le plastique qui se fragmente, mais ça peut tout à fait être dangereux, quoi. Après le dur labeur, on n'oublie pas la photo. Le Trashtag Challenge est accompli et on sent la fierté de le partager. Fierté d'avoir fait quelque chose d'utile. À peine postée, la photo recueille déjà plusieurs likes. C'est une belle récompense. Sous ce hashtag-là, il y a déjà 95 000 personnes qui ont fait quelque chose. Si chacun met bout à bout tout ce qu'on a ramassé, j'imagine que ça peut déjà faire effectivement un peu, ça peut peser déjà un peu dans la balance. Ça reste quelque chose de dérisoire. C'est toujours ça en moins. Effectivement, si on peut faire bouger les politiques, si on peut s'organiser en tant que citoyennes et citoyens, ça serait quelque chose qui aurait encore plus de valeur et plus de poids. Au Diableret, le Clean-up Tour s'achève lui aussi dans la bonne humeur et avec la satisfaction de chacun d'avoir fait un petit geste pour une grande cause. L'impact le plus important, je pense, des opérations de ramassage, c'est le fait que quand on se promène dans un environnement propre et préservé, on a tous un comportement qui s'adapte à cette norme sociale autour de nous. Le fait que ce soit propre, on va avoir un comportement plus respectueux. Et à l'inverse, on a tous un comportement moins respectueux dans des endroits plus dégradés.
La semaine prochaine, vous allez découvrir comment l'agriculture chinoise se transforme à toute vitesse pour pouvoir nourrir 1,5 milliard de personnes. Et plus près de chez nous, comment faire pour recharger son portable lorsqu'on campe en pleine nature. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous mardi prochain.